je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Vincent Bocara, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Sud dans un laboratoire qui est l'IMSI. Pour vous donner un peu mon histoire, j'ai été formé à l'Université de Paris 8 et je travaille sur des questions de formation depuis pratiquement le début où j'ai commencé à faire de la recherche, notamment avec Christine Vidal et puis après avec Catherine Delgoulet et d'autres. L'histoire de cette présentation, pour vous donner quelques détails, c'est Christophe à un moment qui m'a contacté pour me demander de venir intervenir sur cette thématique. Et avec Christophe, on s'est donné ce titre-là. Du coup, c'était une commande. Alors, je l'ai pris un peu comme un défi en me disant qu'est-ce que je vais raconter là-dessus. Et j'ai hésité, j'ai mis un bon moment à essayer de trouver un fil parce qu'au départ, je voulais vous présenter des exemples de recherche-intervention. Et finalement, j'ai choisi de faire autre chose. J'ai choisi d'essayer de vous présenter la manière dont je me pose cette question en ce moment. Et d'essayer de vous amener avec moi dans cette réflexion, en sachant que c'est en travail, et je pense que ça va continuer à être en travail. Et ça fait un moment que je me pose ce genre de questions. Dernier élément, peut-être, c'est de vous donner un peu d'où ça vient. Alors j'ai fait une thèse sur les interactions de tutelle en conduite automobile et ensuite j'ai travaillé dans pas mal de projets de conception de formation avec des entrées assez différentes, des entrées sur des questions d'évaluation, des questions de nouvelles technologies, d'environnement virtuel de formation, avec des projets qui durent 3 ans, des projets qui durent 2 ans, des projets qui durent 10 jours. Voilà. Ce qui fait que c'est aussi des formats qui m'ont amené à réfléchir à ces questions. Parce qu'à chaque format, il me semble que ça nous donne des conditions pour réfléchir à cette question d'intervention. Alors, premier moment, premier pas. Le premier pas, ça a été un travail notamment qu'on a fait avec Catherine Delgoulet il y a quelques années, qui était d'essayer d'organiser la littérature autour de ergonomie et formation. On avait identifié à l'époque 4 axes, qui sont les 4 premiers axes, là, sur lesquels on trouve un ensemble de travaux qui positionnent l'analyse du travail et la formation dans différents aspects, et différents axes. Donc, ça a été présenté ce matin par Catherine et les différentes présentations de la journée sont venues illustrer finalement ces différentes thématiques, il me semble. Et puis j'en ai sorti 2. Le 5e, initialement, qu'on avait mis dans le premier axe avec Catherine, parce que je me suis dit que finalement, c'était assez fréquent qu'on nous appelle encore pour des questions d'évaluation de formation. Oui, quand même, assez régulièrement, Paul. Et l'entrée me semble intéressante en tant que telle, parce qu'il me semble que là, on a un véritable travail à faire en termes d'intervention. Et ça pose la question un peu différemment. Et ensuite, un 6e axe que je note comme un axe de recherche en émergence, je ne sais pas du point de vue de la pratique exactement, où je pense que la question de l'intervention ergonomique en formation se pose de plus en plus du point de vue de la recherche et vient réinterroger les 5 axes précédents. Certains avec qui j'ai discuté cette présentation en amont m'ont dit mais en quoi il y a une différence entre l'axe 1 et l'axe 6 ? Il y en a plusieurs, j'y reviendrai. La première idée sur laquelle je voudrais arriver ici, c'est de se dire que entre l'analyse de l'activité et l'intervention, il me semble qu'il y a une différence. Il y a une différence non négligeable. Du coup, ça m'a amené à me dire, au final, qu'est-ce que ça veut dire intervenir ? Et j'ai fait un petit tour par le dictionnaire, ce qu'on m'a appris à faire dans ma formation, au fur et à mesure. Et on trouve 4 définitions. 4 définitions qui amènent à l'idée d'après, qui est de se dire que finalement, l'intervention, ça dépend beaucoup du positionnement de l'acteur qui intervient. Et dans notre cas, de l'ergonome. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être se poser la question de finalement, qu'est-ce que c'est la posture d'un intervenant ? Et ça m'a amené à me dire, faut peut-être relire nos modèles d'intervention, parce qu'on n'en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Et du coup, celui-là, je pense que vous le connaissez tous. Alors, j'ai fait un petit tour par les modèles. Et vous allez voir, je vais vous présenter quelques modèles d'intervention, plutôt des approches francophones, en faisant le pari que vous les connaissiez quand même pour partie, ce qui fait que je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces modèles et la manière dont ils ont été travaillés. Je vais essayer de vous dire ce que j'en ai retenu aujourd'hui. Il me semble qu'on a un premier modèle assez plutôt historique, qui est celui qui vient de comprendre le travail pour le transformer, avec un équilibre entre santé et performance, et l'idée de se dire que souvent quand il est représenté schématiquement comme ça, on croit que l'intervention est linéaire, alors qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de textes qui montrent que c'est absolument pas linéaire, au contraire.
mais qui pose un ensemble d'étapes, de phases par lesquelles on passerait. Ensuite, on trouve une autre famille. Une famille qui se centre sur la simulation, avec des travaux plus ou moins récents, qui sont revisités assez régulièrement. On a pu le constater aujourd'hui dans plusieurs présentations. Où finalement, intervenir en ergonomie, ça serait comprendre, simuler et transformer. Et on pourrait se dire qu'il y a une articulation autour de ça, qui sont convoquées de manière différente selon ce qu'on fait. Troisième famille, que je me suis dit qu'on pouvait identifier, ça vient un peu du travail que nos collègues québécois ont fait, et notamment du livre qu'ils nous ont proposé, l'intervention ergonomique, où là, ils nous proposent un modèle d'intervention où finalement on pourrait dire que c'est comprendre et transformer. Il me semble que là, il y a une nuance. Ils introduisent l'idée qui était déjà présente ailleurs, de se dire que parfois on comprend pour transformer et à d'autres moments de l'intervention, on transforme pour comprendre. Et que finalement, on retrouve des étapes, on les a à droite. On retrouve ces étapes un peu de comprendre pour le transformer, le modèle initial. Mais finalement, l'imbrication de ces étapes n'est plus linéaire, elle est un peu cyclique, mais elle est cyclique avec des degrés et des profondeurs de l'analyse qu'on produit, et en même temps du rapport à la transformation. Quatrième famille, là j'ai pris un exemple, notamment de choses qui sont travaillées par Arnaud Tranvan, où on met l'accent sur l'idée de se dire faut qu'on comprenne pour transformer, mais il faut aussi qu'on pérennise. Parce que l'ergonome, il ne reste pas, et même quand il est en interne, finalement, il ne reste pas forcément dans les situations sur lesquelles il intervient ou dans lesquelles il intervient. Et du coup, dans une modélisation que propose Arnaud depuis plusieurs années, et qui travaille depuis plusieurs années, il avait commencé dans sa thèse, il propose une modélisation à grosse maille où il a 8 étapes, et finalement, on se rend compte qu'il y a 3 étapes qui dédie à l'idée de se dire qu'il faut pérenniser, il faut transférer, il faut que finalement les gens fassent. Cinquième famille que j'ai identifiée, c'est des choses qui sont à la fois plus récentes et en même temps, quand on relit des textes plus anciens, on retrouve ces idées qui étaient déjà présentes il y a bien longtemps, voire qui sont au cœur d'approches théoriques dans certains courants de pensée de l'ergonomie. Et là, l'idée, c'est finalement de se dire on peut comprendre pour transformer en vue de se développer ou de développer, en sachant que là, le se peut être interprété de plein de manières différentes, entre un positionnement extrinsèque, intrinsèque, etc. Et là, il me semble qu'on commence à voir apparaître des modélisations depuis plusieurs années qui renouvellent encore une fois le processus d'intervention, puisqu'on cherche à mettre en place des processus de développement de l'expérience pendant l'intervention. Et je pense que ça vient à reconvoquer tout un ensemble de questions qui étaient déjà présentes depuis bien longtemps. Et notamment, je pense que ça va venir reconvoquer très fortement la contractualisation initiale de l'intervention. Et pour l'instant, c'est essentiellement des travaux de recherche, me semble-t-il. Et j'en ai mis un troisième. Alors là, le schéma est moins illustratif, j'en ai pas trouvé d'autres malheureusement. Sur un travail assez récent de Gianna Carta, qui vient de soutenir sa thèse, où il me semble qu'elle franchit un autre pas dans ce qu'elle propose, en s'inspirant de travaux notamment faits par Engeström, où l'idée c'est carrément de créer ce qu'ils vont appeler des laboratoires développementaux, et de se dire que finalement l'intervention, c'est de mettre en place des processus sur le long cours qui vont faire travailler les gens ensemble dans les entreprises. Ce qui, me semble-t-il, vient reconvoquer aussi très fortement le positionnement de l'ergonome. Bien évidemment, j'ai oublié de le commenter, mais quand on arrive là, on a un enjeu affiché très fort, qui avait été initié notamment par Pierre Falzon, même dans des vieux textes des années 90, où on fait apparaître le développement comme un des pôles sur lequel finalement vient s'articuler la question de la santé et de la performance. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas présent avant, ça veut dire que l'affichage est un peu différent. Ce qui fait que ça m'a amené à un troisième pas de me dire, au final, une fois qu'on a vu tous ces modèles, en quoi intervenir en formation, c'est différent que d'intervenir classiquement en situation de travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé au long des années, et que j'ai travaillé différemment, que ce soit avec Christine Vidal ou avec Catherine Delgoulet. La première chose, c'est de se dire que, d'une certaine manière, à partir du moment où on part du principe que quand on travaille en formation, on est au travail, il y a plein de choses qu'on enlève. C'est-à-dire il y a des oppositions qu'on enlève très rapidement, et il me semble que pour un ergonome, c'est salvateur.
Parce qu'on se met à regarder les situations de formation comme des situations de travail dans lesquelles on retrouve des travailleurs, des lignes hiérarchiques, des organisations, des collectifs, des conditions de travail. Et puis du coup, tous nos modèles, ils fonctionnent finalement très bien et ils nous donnent plein de sources d'inspiration pour savoir comment on pourrait s'y prendre. Et on retrouve aussi l'idée qu'en formation, ces gens qui travaillent, ils doivent produire de la formation. Donc ils sont bien dans un travail productif, d'une certaine manière. Et en même temps, c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil avec cette idée, on en a discuté très récemment avec Catherine Delgoulet, donc je l'ai rajouté ici, parce que je pense qu'elle a raison, c'est de se dire qu'on est quand même dans une forme de double intervention. En tout cas, dans la manière dont on l'a travaillé ou dans la manière dont j'essaye de le travailler, c'est que intervenir en formation, c'est aussi venir reconvoquer la manière dont le travail se déroule en production. Et du coup, on a des jeux d'enchevêtrement du travail, ce qui nous a d'ailleurs amené avec Catherine Delgoulet à jouer sur l'idée de l'analyse du travail ou des travails et à mettre un pluriel choisi. Et je pense que cette question est quand même assez fondamentale. Et le deuxième aspect, c'est que si on part du principe et qu'on utilise des modèles d'activité qui font la distinction entre les dimensions constructives et les dimensions productives de l'activité, il me semble qu'il y a quelque chose qui est extrêmement particulier en formation, c'est que l'activité productive doit être au service des activités constructives. Sinon, on passe à côté d'un élément très important. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas exactement le mouvement quand on est en situation de production plus classique. En tout cas, quand je dis ça, c'est pour les stagiaires, les formés, etc. Ce qui fait qu'il y a un enjeu dans l'intervention en formation qui est quelque chose qui a beaucoup trait, me semble-t-il, à la manière dont on va réfléchir notre intervention et on va la construire. Ce qui m'a amené à un autre pas, qui est de se dire finalement, c'est quoi les questions que je me pose quand j'interviens? Et je suis arrivé à peu près 7 dimensions. Alors la liste n'est peut-être pas exhaustive, elle est peut-être à retravailler différemment. Mais il me semble qu'il y a des choses qui sont un peu particulières à l'univers de la formation. Ce qui ne veut pas dire du tout que quand on intervient en dehors de la formation, on ne se pose pas ces questions, au contraire, bien au contraire. Alors j'ai essayé de dérouler un peu ça. Et j'ai essayé de me dire que j'allais vous mettre en couleur, ce qui me semble par contre inhérent, et ce sur quoi on ne peut pas passer quand on intervient en formation. J'ai essayé de le mettre en bleu. Ça, c'est concernant les objectifs. Au niveau des objectifs, il me semble qu'il y a notamment quelque chose qui est qu'est-ce que c'est le travail en formation, où on ne peut pas passer à côté, et qu'est-ce que c'est finalement le travail d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on travaille dans la formation professionnelle, tout le monde est au travail. Les stagiaires sont au travail, les formateurs sont au travail, etc., etc. Ce qui fait que si on loupe ça, je pense qu'on loupe beaucoup de choses. Ensuite, il y a un enjeu de révéler le travail, et le travail réel, et ça a été abordé plein de fois, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je suis en train de dire. Par contre, je pense que quand on est en formation, il y a révéler le travail réel en formation, sur lequel on ne peut pas non plus louper, et de réfléchir aux écarts. Alors aux écarts prescrits réels, certes, mais en plus aux écarts entre le travail en production et le travail en formation. Et finalement, ce qui introduit une réflexion sur quels sont ces écarts, comment on a construit la formation, est-ce qu'ils sont souhaités, pas souhaités, etc. Est-ce qu'ils sont faits de manière éclairée, est-ce qu'ils ne sont pas faits de manière éclairée, etc. Et je pense que ça change énormément la posture de l'intervenant de s'assigner ce genre d'objectif. Ça ne veut absolument pas dire que c'est exactement ça qu'il fera, mais d'avoir cette grille de lecture en tête, il me semble qu'on n'intervient pas exactement de la même manière. Ensuite, il y a une question de modèle. Alors les modèles de l'homme, du travail, des hommes et des femmes au travail, ça c'est assez classique. Et je pense que là, on ne peut pas passer à côté du fait d'avoir un modèle de qu'est-ce que c'est la formation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette question de formation, et on ne peut pas passer à côté du développement et des modèles de développement. Si j'avance encore un peu, je me dis que dans les objets, on a les objets qu'on retrouve un peu partout, mais en plus, on a la question du travail et de ses conditions, avec la question de quel travail. Est-ce que c'est celui du formateur? Est-ce que c'est celui du formé? Est-ce que c'est les activités conjointes? Est-ce que c'est celui des managers côté formation? Est-ce que c'est celui en production? Et alors du coup, est-ce que c'est les ouvriers? Est-ce que c'est leur encadrement de proximité? Est-ce que c'est le commanditaire qui est souvent un manager un peu plus haut niveau, si je puis dire? Ce qui nous permet derrière de réinterroger quel va être le périmètre des analyses qu'on doit conduire, mais surtout de se demander sur quoi on doit intervenir au regard de la demande ou de la commande qui nous est faite.
Et ensuite, il me semble qu'il y a des questions de format. Et les questions de format, on ne peut pas passer à côté. Des questions d'approche. D'ailleurs, bien évidemment, tout ça n'est pas mutuellement exclusif. Dans une approche, on peut très bien avoir une approche participative, systémique, durable, etc. Mais il me semble que ça ne va pas amener du tout au même format et au même modèle qu'on va convoquer de l'intervention. Ensuite, il y a une question de figure. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'ergonome il reste toujours dans la même posture au cours d'une intervention. J'ai l'impression que le réel et les exemples qu'on a pu voir aujourd'hui nous montrent qu'au contraire, ce qui a déjà été écrit à plusieurs endroits, qu'on bouge beaucoup quand on intervient. Même quand on est chercheur, on bouge beaucoup. Parfois, on est médecin, on est pompier. Et j'ai l'impression que s'il y a 3-4 grandes catégories qui ont été, sur lesquelles on a travaillé, et ça a été publié, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a plusieurs figures de l'ergonome qui viennent être convoquées. C'est celle que j'ai mis plutôt sur le bas. Animateur, accompagnateur, pédagogue, formateur. Est-ce qu'à un moment on est formateur? Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, typiquement tout à l'heure, dans une formation action, est-ce qu'on est formateur? Est-ce qu'on est ergonome en train d'intervenir? Je pense que ça nous amène à poser les questions de manière assez différente. Et enfin, il y a une question de positionnement. Et dans ce positionnement, je pense qu'il y a une très forte articulation en ce moment à peut-être réalimenter entre faire et faire faire, surtout sur ces questions d'approche plutôt développementale, avec des questions plus classiques derrière sur où est-ce qu'on se positionne dans les projets, en termes de conduite de projet, etc. Ce qui fait que ça m'a amené à me dire, au final, quand même, dans le titre, on s'était dit, c'était quoi les enjeux de l'ergonome? Donc il fallait quand même que je me dise, qu'est-ce que c'est les enjeux de l'ergonome une fois qu'on s'est dit tout ça? Il me semble qu'il y a deux grands axes qui sont en interaction plus ou moins perpétuelle, mais dans lesquels on peut justement mettre en dynamique ces deux facettes, qui est de se dire, d'un côté, faut que je me construise un point de vue sûr. Et surtout, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai mis DS. Au début, je les avais mis entre parenthèses, et en fait, je les ai enlevés, les parenthèses. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se construise un point de vue, il faut qu'on se construise des points de vue. Et ensuite, il faut qu'on soit capable de porter une volonté de transformation. Parce qu'il me semble que c'est ça qui fait qu'on fait une intervention et pas juste, entre guillemets, sans aspect péjoratif, une analyse du travail ou une analyse ergonomique du travail. Je ne suis pas sûr que l'intervention soit au cœur de l'analyse ergonomique du travail. Je ne suis pas sûr du tout. Ce qui fait que quand on regarde c'est un point de vue sur quoi il faut que je me construise, une fois que j'ai posé tout ça, je me suis dit, il faut que j'ai des modèles de ce que c'est la formation. Quels en sont ses acteurs, quelles en sont sa réglementation, quelles en sont ses évolutions, quelles en sont les ingénieries, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, qui apportent des choses assez différentes. Et ensuite, il y a des modèles de l'homme, et tous ces acteurs portent des modèles de l'homme assez différents, et en même temps, l'ergonomie, a priori, porte un certain modèle de l'homme. Et derrière, des modèles du développement, et je pense que ça, on ne peut pas en faire l'économie, et je pense que notre discipline est quand même assez riche de ces questions-là depuis un bon moment. En revanche, je pense que je ne suis pas sûr qu'on se soit donné les moyens de vraiment formaliser quels sont les modèles du développement qu'on mobilise. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment une question là où dans les prochaines années, ça serait intéressant qu'on l'avance. Et puis après, plus classiquement, quels sont les modèles de l'intervention? C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'un. Comme je vous l'ai vu, quand on traverse, il y a plein de modèles d'intervention qui existent, en ergonomie et ailleurs. Et enfin, quels sont nos modèles du travail? Et ça, pour essayer de travailler l'articulation entre santé, performance et développement. Et je pense que cette chose-là, ça nous permet ensuite de se poser la question de finalement, en fonction de la demande, en fonction du contexte, en fonction du cadre que j'ai de projet ou du financement de la durée, c'est comme ça que je vais essayer peut-être de construire mon intervention. Et ce qui va m'amener finalement à porter des choses extrêmement différentes au cours de mon intervention. Je crois que j'ai fini avec ce que je voulais vous raconter.